Bonjour, bonjour et bienvenue. Alors, on se retrouve comme prévu ce mercredi 30 novembre avec un petit thé, un café, voilà, quelque chose pour se sentir bien. Regardez, on est bien, on est au chaud. Alors, Cédric, pour vous servir, comme tous les mercredis quasiment, on se retrouve régulièrement. Donc, moi, je suis enseignant, formateur, pour animer aujourd'hui ce quatrième épisode de notre série de webinaires BIMP Éducation, groupe LDLC qui sont consacrés aux usages pédagogiques innovants. Alors, vous savez qu'on se retrouve régulièrement pour échanger autour de vos pratiques, parler usage, parler de pédagogie au sens large, et justement avec des invités qui ont beaucoup à nous partager et qui souhaitent faire avancer les choses, tout simplement. Alors, petit rappel sur le format des webinaires, vous pouvez poser vos questions, vous utilisez le chat, vous demandez si vous souhaitez évidemment l'accès au micro, à la caméra, et n'hésitez pas surtout, on est là pour échanger, donc n'hésitez pas à réagir en temps réel, et évidemment, alors pour celles et ceux qui n'auraient pas pu se libérer, je rappelle que toutes les sessions sont enregistrées et rediffusées sur YouTube. Donc surtout, n'hésitez pas à partager. Vous aurez à l'issue du webinaire le lien vers notre page YouTube et vers ce webinaire. N'hésitez pas à le partager à quiconque serait intéressé, que ce soit vos collègues, votre famille, n'importe qui, parce que je pense justement que le sujet que l'on va évoquer, que l'on va traiter aujourd'hui, c'est un sujet qui peut concerner beaucoup d'entre nous, beaucoup de notre entourage aussi. Et on va s'intéresser effectivement à la façon d'adapter son enseignement aux élèves à besoins éducatifs particuliers. Alors justement, on va se poser un peu la question, qu'est-ce qu'on appelle les besoins éducatifs particuliers? Mais il faut peut-être revenir un petit peu sur nous, en fait, et notre expérience à l'école. Je pense que c'est important. Parce que pendant des décennies, j'ai envie de dire, même depuis que l'école existe, l'école a eu pour mission justement d'instruire et d'établir un socle de connaissances qui soit un socle de connaissances assez standardisé, autant dans le contenu que dans les méthodes. Les méthodes étaient pour la plupart, et pour on va dire les décennies qui nous ont précédés, ces méthodes, elles étaient communes à tous. Vous avez peut-être connu, je ne sais pas, vous, quand vous étiez élève, je ne sais pas si vous étiez bon en dictée ou pas, mais si vous faisiez des fautes d'orthographe, en général, on vous le faisait bien sentir. Ça se terminait par une mauvaise note en dictée ou des remarques même sur d'autres devoirs qui n'avaient rien à voir avec le français d'ailleurs. Et bon, voilà. Donc, faute d'orthographe, bim, allez, mauvaise note en dictée, mauvaise note où on enlève des points, etc. Ça existe encore. Je pense que peut-être vous-même, vous l'expérimentez aussi. Euh, Si on est perturbateur en classe, des élèves qui sont un peu perturbateurs en classe, allez hop, au coin. Alors, on n'en est plus au bon âne quand même comme avant, mais le coin existe, les mots dans le carnet de correspondance, etc. Bref, voilà, perturber en classe, c'est jamais très bien vu. Euh, des lenteurs, lenteur de lecture, lenteur à l'écriture aussi. Eh ben, on va attendre, et puis au bout d'un moment, on va dire, allez, il faudrait peut-être te dépêcher, ou il faudrait peut-être qu'une année je sais pas, une année de quatrième te suffit pas, il faudrait peut-être que tu refasses une année de quatrième. Vous voyez, ça existe encore. On a du mal, effectivement. Ça a été le cas pendant de nombreuses années depuis que l'école existe. C'est en train de changer. C'est en train de changer. On identifie certainement de plus en plus les raisons de ces fautes d'orthographe, les raisons de ces attitudes perturbatrices, les raisons aussi de ces lenteurs, en fait, diverses et variées. Et c'est l'objet de ce webinaire. On va parler, alors, on va pas pouvoir faire une liste évidemment exhaustive de tous les besoins éducatifs particuliers, mais on va essayer d'en traiter, d'en parler de quelques-uns, et surtout, bah, de trouver des outils qui permettraient de les surmonter, essayer en tout cas de faire en sorte que chaque élève suive le cap qui est commun à tous, mais par son propre chemin, ses propres moyens. Et c'est vrai que c'est pas facile de placer le curseur
entre identifier un besoin particulier et identifier ou peut-être détecter une mauvaise volonté supposée de l'élève. C'est pas facile de placer le curseur entre les deux. Donc, on va essayer de voir comment on peut y voir plus clair. Et pour ça, justement, Richard est avec nous. Bonjour Richard. Bonjour Bienvenue. Cédric. Donc, Bonjour Richard, Cédric. toi, tu es professeur d'histoire géo, référent numérique dans ton établissement en Bretagne, magnifique Oui. région au passage, et donc également formateur sur les nouvelles pratiques pédagogiques, notamment avec l'iPad. Et toi, tu as croisé justement au cours de ta carrière quelques élèves 10 pour lesquels l'usage de la tablette a vraiment changé leur scolarité. Alors, Richard, tu vas nous raconter tout ça. Je Oui. suis sûr que tout le monde, tout le monde a hâte de découvrir tout ce que tu nous as préparé. Et honnêtement, je suis bluffé par certaines choses que j'ai découvertes de ce que tu m'as montré. Donc, c'est parti. Je te laisse la parole, Richard. À C'est toi l'honneur. parti. Bonjour tout le monde. Donc, je vais commencer par partager mon écran. Vous allez me dire si c'est OK pour vous. Donc, normalement, c'est C'est parti. parfait. C'est Donc, parfait. logiquement, vous devez voir un écran bleu et puis un petit dessin pour commencer un petit peu à évoquer la question du jour. Je ne Mhm. sais plus si le petit dessin avait été mis sur le site chez BIM, peut-être Pas encore. peut-être Non, non. pas, je Mais crois non, mais pas, tu vas hein. nous le montrer, tiens. Donc Ouais, ouais, tu vas voilà nous un petit peu l'idée, en tout cas, hein. Voilà un professeur qui donne la même consigne à tous ses élèves pour assurer un examen juste, hein. Donc il demande à tout le monde de grimper sur l'arbre et on voit bien que tous les élèves en question n'ont pas les mêmes facultés, évidemment, pour faire l'exercice qui est demandé. Donc l'objectif, effectivement, aujourd'hui, ça va être de voir un petit peu en quoi l'iPad peut nous, notamment l'iPad, hein, peut nous être utile pour les élèves qui ont des besoins particuliers. Alors, moi, j'avais très concrètement pris conscience des difficultés et notamment des difficultés des élèves dyslexiques. Lorsqu'une personne était venue dans mon établissement il y a 3 ans de ça à peu près, nous présenter les élèves qui avaient différents handicaps. Et durant cette intervention, on avait été invité à lire le petit texte que je vais vous mettre sous les yeux pendant quelques 2-3 minutes là. Voilà, donc voilà un petit peu ce qu'un élève dyslexique rencontre comme difficulté lorsqu'on lui demande de lire un texte. Donc je vais vous proposer là, pendant quelques secondes, quelques minutes, d'essayer de déchiffrer un petit peu le texte que vous avez sous les yeux. Alors, ce serait intéressant justement si vous arrivez à trouver la réponse, euh, à, à la mettre dans le chat, voir en combien de temps vous y arrivez. Bon courage. C'est pas évident, hein. C'est impressionnant. Mhm. Bon, je ne sais pas si quelqu'un a fini la lecture du texte. Peut-être que dans le chat, quelqu'un a dit c'est bon, j'ai terminé. Bon, en tout cas, Pas encore, hein. On voit quand même, ouais, bon, je on voit pense la que vous êtes. difficulté, hein. Ah, elle va dire, voilà, Christelle, j'y arrive pas. Sabine, oui. Claire, je déchiffre, mais c'est très difficile et je ne Ouais. suis pas certaine. Et on voit la difficulté, hein. Ouais, On donc vous voit voyez, il y a vraiment, donc vraiment la difficulté, hein. ce titre intitulé hein, la lutte vers la réussite. Donc effectivement, hein, c'est quand même un document qui est difficile à lire. Et pourtant, voilà, on est en présence d'une difficulté que rencontrent pas mal d'élèves hein, qui auparavant, effectivement, comme le rappelait Cédric tout à l'heure, n'étaient pas du tout diagnostiqués dyslexiques ou autres, mais simplement on les mettait pas forcément dans les mêmes classes que les élèves qui suivaient un petit peu plus la scolarité classique. Donc tout ça, ça a bien évolué quand même aujourd'hui. Donc là, on a vu, donc on vient de voir, hein, donc
je ne laisse pas davantage ce texte sous les yeux, mais vous voyez, comme le rappelle le petit texte que l'on voit en gras en dessous, hein, c'est un véritable cauchemar, effectivement, si les profs poussent un petit peu les élèves qui terminent moins vite leurs exercices que les autres. Alors, cet après-midi, je vais évoquer. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste, hein, des troubles 10, mais donc dans ma réflexion sur le sujet, évidemment, j'ai été amené à voir un petit peu quels étaient ces différents troubles. Alors on est confronté, en fait, ou nos élèves, en tout cas certains de nos élèves, donc à des troubles donc, de la dysphasie, donc qui concernent l'apprentissage de langage oral, la dyslexie, donc on vient de le voir, difficulté de lecture. Ça, très, très souvent, ceci débouche sur des problèmes de dysorthographie. Donc, on verra comment les moyens numériques peuvent nous permettre de pallier un petit peu à ces difficultés-là. Des soucis de dysgraphie également, des problèmes de dyspraxie. Et les problèmes de dyspraxie, moi, j'ai encore reçu une maman d'élève il n'y a pas très longtemps qui me disait que sa fille qui rencontrait des problèmes de dyspraxie, en fait, et bien du coup, rencontrait d'autres problèmes parce que cela avait des conséquences sur la vue et donc sur la lecture de documents, sur l'apprentissage des mathématiques également. Donc, on a donc une autre composante des troubles 10, donc qui est la dyscalculie. Donc, des élèves ont du mal à se représenter la valeur des nombres. Donc, on verra un petit peu ce que l'iPad peut proposer pour essayer de pallier à tout ça. Et puis, à ces troubles 10, on a donc également des troubles qui sont liés à l'attention, hein. On est des élèves qui sont un petit peu, qui peuvent être hyperactifs ou qui ont du mal à se concentrer. Et pour ces élèves-là, eh bien, on a quelques outils qui permettent donc de les cibler davantage sur un exercice ou sur une application donnée. Alors, on va voir plusieurs choses cet après-midi. Donc, je vais commencer alors, principalement sur l'iPad, bien sûr, ici, hein. Donc, je vais commencer par vous présenter un petit peu quelques fonctionnalités possibles de l'iPad qui permettent de venir en aide aux élèves qui ont des handicaps un petit peu différents. Et puis, on verra par la suite quelques applications qui sont assez spécifiques, notamment en matière de mathématiques ou pour faciliter la lecture d'un document. On verra également que nos manuels numériques contiennent également des options qui facilitent l'apprentissage et l'appréhension de documents, notamment des textes. Et puis, on verra qu'on a la possibilité aussi d'utiliser donc des applications qui permettent d'utiliser des glissés déplacés pour varier un petit peu les activités et qui, comme ça, donc, n'obligent pas les élèves systématiquement à devoir écrire. Et puis, on terminera ce petit tour d'horizon qui sera loin d'être exhaustif par la découverte peut-être pour certains d'un site qui s'appelle le Cartable Fantastique et qui propose vraiment beaucoup de choses. Alors, on ne verra vraiment pas tout en l'occurrence, mais on verra un petit peu comment on peut générer une feuille particulière, donc une feuille d'écriture constituée de différentes couleurs pour les élèves, notamment dyspraxiques. Alors, je commence mon petit tour d'horizon. Donc, par les fonctionnalités de l'iPad. Donc là, je vais aller dans les réglages donc, de l'iPad. Et dans les réglages de l'iPad, on a quelques onglets qui sont extrêmement intéressants, notamment l'onglet accessibilité, dans lequel on va trouver l'essentiel de ce que l'on va voir maintenant. Toutefois, je vous montre aussi l'onglet luminosité et affichage. Premier petit truc tout simple déjà, que certains élèves apprécient beaucoup, la possibilité de passer du mode clair au mode sombre pour une meilleure lisibilité. Alors, il y a aussi pour certains un petit côté fun, certes, mais pour certains élèves, il y a une réelle plus-value à passer dans ce mode-là. Et ici, on peut également, par exemple, donc, agrandir la taille du texte, donc pour les élèves qui ont des difficultés visuelles. On peut également donc, mettre le texte en gras pour un meilleur contraste. Donc voilà, donc quelques petites possibilités dans luminosité et affichage, mais c'est surtout donc dans l'onglet accessibilité que la majorité des choses se passent. Alors, je clique sur accessibilité et j'aurais peut-être dû d'abord, je vais me remettre en mode vieux, entre guillemets, c'est-à-dire
en mode clair, parce que moi, je m'y retrouve un petit peu mieux comme ça. Donc, je retrouve mon onglet accessibilité et ici, première chose, je vais pouvoir utiliser donc le zoom. Alors ça, c'est quelque chose qui est extrêmement pratique. Donc le mode zoom par défaut sur les iPads, il est coché à non, donc il faut le mettre oui, il faut valider ici bien sûr la coche. Et une fois que l'on a fait cela, on peut avec 3 doigts toucher 2 fois l'écran de son iPad pour obtenir donc cette loupe. D'accord, je pense que vous la voyez Oui, on la voit très bien, effectivement. ouais. Ouais. Et on va ici, avec cette loupe, donc en touchant l'espèce de petit rectangle que l'on a en bas de la loupe, donc on a la possibilité de régler l'objectif déjà, hein, on peut modifier donc la taille du texte. Et ce qui peut être extrêmement intéressant pour des élèves qui ont des difficultés de lecture, qui ont des difficultés à cibler une ligne en particulier, on a la possibilité de redimensionner l'objectif, auquel cas vous avez tous ces petits cercles qui encadrent donc le zoom. Et une fois que l'on a terminé d'opérer son réglage, donc je touche à côté de la loupe et à partir de ce moment-là, donc je vais pouvoir, vous voyez, lire le texte éventuellement ligne par ligne. Donc, ce qui est extrêmement pratique. Et moi, depuis quelques années, je croise fréquemment hein, des élèves qui utilisent cette loupe pour une meilleure lecture. Et puis, on peut éventuellement également appliquer, ça c'est le cas très souvent sur beaucoup d'applications également, hein, donc appliquer des filtres pour inverser les couleurs, pour avoir des nuances de gris, etc. Bon voilà, je ne montre pas plus ici. Vous pourrez tester par vous-même par la suite. Et pour fermer cette loupe, donc je touche à nouveau le petit rectangle, je touche réduire et ma loupe disparaît. Je pourrais éventuellement rappuyer à nouveau avec 3 doigts 2 fois consécutivement sur l'écran pour avoir un petit peu la même chose. Ici, toujours, alors je vais retrouver ce que l'on voyait tout à l'heure avec davantage de possibilités. Je vais retrouver affichage et taille du texte. Alors, dans affichage et taille de texte, vous voyez, hein, je vais pouvoir, à nouveau, comme on l'a vu tout à l'heure, donc choisir une police plus grande, cocher éventuellement la case pour avoir du texte en gras. Je vais pouvoir faire apparaître mes boutons avec des contours éventuellement beaucoup plus visibles. Augmenter le contraste. Alors ça, c'est pareil, c'est assez net quand on l'opère. Je pense que vous voyez la différence entre le moment où la case est cochée ou non. Et puis ici, extrêmement important, alors je ne suis pas sûr qu'en mode AirPlay, Replay, ça fonctionne, mais on va pouvoir choisir donc, pour les élèves daltoniens des filtres de couleur. Donc ici, c'est coché non, donc je vais cocher oui. Et à partir de ce moment-là, vous avez donc une petite série de crayons de couleur qui vous montrent un petit peu donc, ce que l'on voit. Et quand je vais cocher ici filtre de couleur, je vais avoir la possibilité d'adapter le réglage des couleurs aux élèves daltoniens et qui rencontrent en fait différents types de daltonisme. Donc on a les nuances de gris. Et je pense que si je choisis nuances de gris, je ne suis pas sûr. Mm. Non, ce n'est pas le cas, effectivement. Non, ça se voit pas, Hein, effectivement. ça ne se Ouais. voit pas, mes crayons restent de couleur, mais je vous assure que sur mon iPad, Ouais. les différents crayons de couleur ici apparaissent dans des teintes de gris différentes. Ouais, Donc ça ça, agit c'est sur les pixels de l'écran directement, en fait. Ouais, c'est oui, ça. Mm. très probablement ici. Mm. Voilà, donc voilà pour cet onglet sur l'affichage et la taille du texte. Et on va découvrir maintenant pour certains d'entre vous peut-être le menu contenu énoncé qui est particulièrement intéressant et qui va résoudre le problème auquel on était confronté tout à l'heure, par exemple pour les élèves dyslexiques. On a la possibilité ici de choisir, alors on peut cocher donc soit énoncer la sélection, énoncer le contenu de l'écran, on peut cocher les deux, peu importe. Quand on dit énoncer la sélection, ça signifie en fait que l'iPad va lire pour nous la partie de texte qui sera sélectionnée, donc on va le voir tout de suite, ou alors on a la possibilité aussi de faire lire le contenu de l'écran par l'iPad en faisant glisser 2 doigts depuis le bord supérieur de l'écran. Donc, je peux peut-être commencer par ça et vous allez voir. Énoncer la sélection, activé. Un bouton énoncé apparaît lorsque vous sélectionnez du texte.
Énoncer le Donc voilà. contenu de Et l'écran. ici, du coup, Activer. j'ai un petit Balayer pointeur vers qui le est bas venu avec 2 doigts depuis le bord s'afficher supérieur là. de l'écran. Donc voilà, je pense que vous avez bien entendu l'iPad. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est une première possibilité. Et quand le mode lecture de l'iPad est lancé, donc hein, vous avez ce petit bouton qui vous permet de passer au paragraphe. Je suis en En train bas de à gauche, ouais. cliquer sur mon Mac, ça marche moins bien que qu'en touchant l'iPad. Donc on a la possibilité de changer de petit paragraphe ici, d'augmenter ou de réduire la vitesse de lecture éventuellement, ou de mettre sur pause. Et donc on a la possibilité également donc de faire lire l'iPad en mode énoncer la sélection. Et ici, je vais sélectionner, donc par exemple, une partie de mon texte. Et à ce moment-là, vous voyez que le bouton énoncer donc apparaît dès lors que le texte est sélectionné. Et si je touche énoncer Les maintenant, fonctionnalités de l'iPad Assistive Touch, énoncer, loop, zoom, etc. et clavier phono Write plus énoncer sélection. alors après, donc, quand on mélange un petit peu d'anglais et un peu de français, c'est un petit peu plus difficile pour la lecture. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que l'on peut choisir d'afficher le mot qui va être lu dans une couleur différente, éventuellement de la couleur de la phrase, voire de sélectionner la phrase. Et ça, c'est extrêmement important pour les élèves dyspraxiques, par exemple, qui ont des difficultés à se concentrer. Donc, ça se passe, c'est un problème moteur, donc au niveau du regard. Et la possibilité que l'on a comme cela, donc je vais revenir hein, sur les réglages que l'on peut faire, cette possibilité donc de surligner, donc ça se passe ici. Donc on a la possibilité ici de venir, donc par défaut, donc encore une fois, hein, donc c'est noté non. Donc ici, une fois qu'on a basculé, une fois qu'on a coché cette case, donc avec le surligné, le contenu oui, on a la possibilité donc de surligner à la fois les mots et les phrases, auquel cas on va pouvoir avoir une couleur d'arrière-plan. Et on va pouvoir choisir donc une couleur également d'affichage pour le mot, ce qui permet à l'élève qui a des difficultés de lecture donc de bien voir le mot lorsqu'il est lu par l'iPad de manière numérisée. Donc voilà, donc ici, hein, bon, je ne sais pas si c'est utile que je vous remontre cela, mais on peut choisir, et l'élève donc choisira. C'est pareil à chaque fois, hein, donc les couleurs pour lesquelles les contrastes sont les plus forts entre le mot et le reste de la phrase. D'accord, donc je ne vais peut-être pas hein, vous remontrer ceci, quoique, mais allez, on est reparti quand même. Énoncé, vous voyez. Donc le mot qui était lu hein, apparaissait bien en vert, et en fond, donc on a la couleur que l'on a choisie. Et on a également, dernière petite possibilité dans cette partie-ci, la possibilité aussi d'énoncer la saisie. Alors ça, c'est extrêmement intéressant. On peut énoncer les mots que l'on va taper. Donc pour les élèves dysphasiques, donc c'est extrêmement intéressant, ainsi que l'énonciation des prédictions du clavier. Alors, on va retourner donc sur un document traitement de texte, comme c'est le cas ici. D'ailleurs, le texte que vous avez sous les yeux donc, est en police Open Dyslexic. Alors, la police Open Dyslexic, pendant un temps, était la police qui était vraiment prisée. Alors, ce n'est pas la seule police hein, que l'on peut utiliser pour des élèves dyslexiques notamment, ou dyspraxiques, mais donc, en tout cas, il faut une police avec très peu d'empattement, comme voir une police Arial, par exemple, fait très très bien l'affaire. Donc, quand on veut télécharger la police Open Dyslexic, hein, cette police-ci, donc on va sur un site, enfin sur un moteur de recherche sur Internet, on tape télécharger Open Dyslexic et on arrive très très vite sur le site qui nous permet donc de récupérer la police en question. Alors, je reviens sur ce que je disais juste avant. Je vais me mettre dans une... D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des idées de police de caractère et que vous souhaitez les partager, par exemple des polices de caractère que vous utilisez vous, qui n'est pas forcément Open Dyslexic, n'hésitez pas à la proposer dans le chat. Hein, là, je parle à nos participants.
Alors, Alors, une question intéressante de Laurence. Peut-on ajouter des polices sur l'iPad? oui, tout Oui, à c'est fait. Donc, possible. voilà, Ouais. donc je vais justement, on peut ajouter des polices et je vais justement vous montrer un autre clavier que celui que vous avez sous les yeux maintenant, qui est un clavier PhonoWriter euh, qui associé à la prédiction de l'énonciation, donc est un vrai plus pour les élèves, notamment dysphasiques. Et puis, pour ajouter des polices, effectivement, hein, en allant sur un moteur de recherche, donc comme la police Open Dyslexique, hein, on va sur un moteur de recherche, on tape simplement télécharger, on indique le nom de la police, et en règle générale, on arrive sur des sites qui nous permettent de faire ce qui est souhaité. Alors ici, si je tape un mot, vous voyez, Texte. voilà, si je tape le mot texte, donc à nouveau, enfin, je parlais en même temps. Texte. Donc voilà, donc le texte que j'écris donc va être lu. Donc ça, c'est extrêmement intéressant pour des élèves de faire l'association entre ce qui est tapé et ce qu'ils entendent. Alors dans la mesure où on ne fait pas de faute, forcément, ça a moins d'intérêt. Mais dans la mesure où on va taper des fautes, forcément, l'élève se rendra compte qu'il tape quelque chose qui n'est pas correct, puisqu'à l'oreille, ça ne passera pas. Alors, je vais vous montrer maintenant, vous proposer un clavier. Donc, alors, pour changer de clavier, donc on touche sur cette petite map monde qui est ici. Donc, je la touche une première fois et voilà. Et là, j'arrive donc sur un clavier euh, qui n'est pas forcément très très connu, donc qui est le clavier PhonoWriter. Alors, je vous dirai un petit peu comment on peut le récupérer aussi très facilement. Et ce clavier, alors, est extrêmement intéressant parce que, je me remets en mode texte, ce clavier, alors je vais taper un premier mot, vous voyez, je vais commencer à taper un mot qui commence par vert, ou si on veut taper le mot vert en tout cas, on va avoir donc une succession de dessins, donc tout le monde l'aura bien remarqué, tout le monde aura compris l'intérêt de ce clavier-ci. Donc la première proposition qui m'est faite est la direction. La deuxième proposition est la couleur. La troisième proposition est l'objet vert. Et quand l'objet est doublé, quand on passe au pluriel, donc l'élève repère effectivement la marque du pluriel ici avec le S. Et si je tape, alors oui, et donc il m'a dit ce que c'était. Et si je tape photographe avec quelques fautes, alors le petit problème de ce clavier peut-être c'est qu'il n'est pas en AZERTY. Vous l'aurez noté aussi. Vous voyez, donc j'arrive à photographe. Donc je suis à la fin de mon mot photographe. Donc la bonne orthographe de photographe apparaît avec le dessin. Et alors si j'appuie maintenant sur la barre d'espacement, donc le mot photographe va être lu par l'iPad. Photographe. Et l'élève voit bien que mon orthographe ne correspond pas à l'orthographe précédente. Donc si je fais recoller mon curseur au E de photographe, donc eh bien, je vois comment je dois écrire photographe et je vais double toucher du doigt donc, le photographe et automatiquement le mot est remplacé par l'orthographe correcte. Donc voilà, donc ça c'est c'est un clavier qui est quand même ici plutôt pratique pour des élèves dysorthographiques. Pour récupérer ce clavier ou pour installer ce clavier, en fait, on va dans les réglages. Alors, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est aller dans l'App Store. Et dans l'App Store, on va taper donc le nom du clavier qui s'appelle PhonoWriter. Cédric a peut-être tapé, je suppose, hein, voilà Ouais, je vais mettre le lien là, justement. le nom de l'appli. Donc, il s'agit d'une appli, en fait. Et une fois qu'on a fait ça, donc une fois qu'on aura téléchargé l'appli, il nous suffira d'aller dans les réglages, dans l'onglet Général. Ici, on va retrouver les claviers. En haut, ici, on retrouve le nombre de claviers que l'on possède. Et si on veut ajouter un clavier, donc je touche sur cette barre-ci, je vais voir les claviers qui sont déjà installés. Et quand je veux ajouter un clavier, il me suffit de toucher Ajouter un clavier. À partir du moment où l'application PhonoWriter a été installée, la proposition de PhonoWriter sera faite automatiquement en première position ici. Et il suffira simplement, donc, bien sûr, de cliquer à ce moment-là sur PhonoWriter pour que le clavier soit installé. Donc voilà, pour cet onglet
accessibilité. Alors, il y aurait pour ceux qui s'intéressent à cela, je pense que vous êtes nombreux, hein, sinon vous ne seriez pas là cet après-midi. Vous avez vraiment beaucoup de choses à découvrir ici, donc je n'ai pas le temps de tout vous montrer. Je vais en revanche vous montrer quand même l'intérêt de ce bouton toucher. Donc, qui concerne ici surtout des élèves, mais pas que des élèves, d'ailleurs, hein, n'importe quelle personne qui a quelques difficultés gestuelles. Donc, c'est le petit bouton Assistive Touch. Donc, on retrouve hein, dans Accessibilité, Toucher, et arrivé là, donc vous avez Assistive Touch, oui, non. Donc, je vais toucher ici Assistive Touch, je vais cocher la case de l'Assistive Touch, et à partir de ce moment-là, vous devez voir un nouveau petit bouton apparaître à l'écran. Et ce petit bouton, donc c'est l'Assistive Touch. Alors moi, j'ai notamment des collègues ou des élèves, mais des collègues notamment, hein, qui ont des difficultés pour faire une capture d'écran. Vous savez probablement hein, qu'une capture d'écran avec un iPad, ça se fait en appuyant sur le bouton marche-arrêt et le bouton principal qui se trouve hein, sur la partie frontale de l'iPad. On appuie en même temps sur ces deux touches-là et vous voyez, la petite capture d'écran, elle est faite. Sauf que parfois, on a du mal, certains élèves, certaines personnes ont du mal à faire cette combinaison de touches. Soit ils appuient trop longtemps sur le bouton marche-arrêt, l'iPad propose de s'éteindre. Ils appuient trop longtemps sur le bouton principal, c'est Siri qui se met en route. Donc, ce n'est pas tout à fait ce que l'on veut. Donc, on fait venir Assistive Touch. Et une fois qu'on a choisi Assistive Touch, donc si je touche ce bouton-là maintenant, eh bien, je vois ce qu'Assistive Touch me permet de faire de manière extrêmement simple. Et donc ici, puisque le centre de contrôle est là, vous voyez, si je touche tout simplement centre de contrôle, mon centre de contrôle va s'ouvrir. Pas besoin de faire glisser mon doigt depuis la partie supérieure en haut à droite. Mais bon, ça, ce n'est pas forcément le geste le plus compliqué à faire. Moi, ce que je voulais faire, c'était une capture d'écran. Donc, pour faire ça, je vais venir ici sur personnaliser le menu parent. Et à ce stade, donc, je vais pouvoir ajouter en fait ce que je souhaite. Donc, je vais toucher sur le petit bouton plus qui est ici. Et je vais aller choisir, donc, vous voyez, capture d'écran. Et une fois que j'aurai fait cela, donc mon bouton, hein, mon option capture d'écran est venue s'ajouter. Ce qui peut être très pratique aussi quand on a une coque d'iPad un peu forte. On a du mal parfois à augmenter le son de l'iPad ou de le diminuer. On peut aussi ajouter ces boutons-là éventuellement ici. Et maintenant, si je veux faire une capture d'écran, je retouche Assistive Touch à nouveau. Et une fois que j'ai touché Assistive Touch, donc la capture d'écran m'est proposée. Et si je touche capture d'écran, ici, vous voyez que ma capture d'écran se retrouve en bas à gauche de mon iPad tout de suite, instantanément. Je n'ai eu aucun problème donc, pour pouvoir faire cela. Donc, ça vaut le coup également donc, de venir voir hein, ce qu'on trouve dans Assistive Touch, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Possibilité de créer des gestes éventuellement aussi un peu personnalisés. Donc voilà. Donc là, Yann, oui. Yann venait de dire là dans le chat effectivement une autre astuce, mais bon, peut-être que ça peut concerner certains, ou c'est peut-être plus simple ou moins simple, ça dépend. Mais effectivement, si on glisse dans l'angle gauche en bas de l'iPad vers le centre, du bas vers le centre, on peut aussi déclencher une capture d'écran, mais ça dépend des gestes de chacun. Oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. Donc l'idée ici, était surtout de montrer la variété de ce qui peut être automatisé. Alors, on va voir maintenant quelque chose de particulièrement intéressant aussi, que lorsque l'on travaille sur Safari, avec des élèves qui… Alors, l'objet est de parler des élèves aujourd'hui qui ont quelques troubles, notamment de concentration éventuellement, mais ça pourrait concerner pas mal d'élèves pour le coup. Là, je suis donc sur Safari. Et j'ai ouvert donc le journal Le Monde, donc le site du Monde, et je vais aller choisir un article, où j'ai choisi un article, donc peu importe, donc on est sur la page d'accueil du Monde, donc on arrive ici, et ce que je vais vous montrer maintenant donc, ne fonctionne que lorsque l'on est sur un article, et encore ça ne fonctionne pas systématiquement sur tous les articles, mais sur beaucoup. Donc je vais cliquer sur l'article qui traite de la Chine. Et vous voyez, quand on travaille avec des élèves sur un article sur Internet, on a beaucoup de publicités, des vidéos, des lignes d'infos, des fils d'infos en continu, etc. Enfin, on est forcément très, très, très vite concentré. Et là, pas que les élèves, d'ailleurs, qui ont des problèmes de concentration originellement, quasiment. Donc, dans ces cas-là, ce que l'on peut faire, ce qui est extrêmement intéressant, c'est d'utiliser le mode lecteur donc, que l'on va trouver
ou que l'on va lancer en tout cas en touchant les deux A qui se trouvent dans la barre URL ici. Donc je touche les deux A et vous voyez, donc on a la possibilité d'afficher le lecteur. Et une fois que je vais toucher afficher le lecteur, vous voyez, donc tout ce qui était parasite disparaît complètement. Et ce qui est extrêmement intéressant également, c'est que je vais pouvoir choisir une autre police de caractère, d'accord, qui sera beaucoup plus adaptée donc aux élèves dyslexiques, par exemple. Et puis, je vais également pouvoir varier, donc à nouveau, hein, donc la couleur de fond pour avoir éventuellement un meilleur contraste. Et alors, agrandir, bien évidemment, les caractères aussi pour les élèves qui ont des difficultés visuelles. Donc voilà, on a vraiment tout intérêt à utiliser l'affichage du lecteur dès lors que c'est possible sur un article. Et ce document-là, si on doit travailler sur un document, si on veut faire travailler les élèves sur un document de ce type-là, donc ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser le bouton « Partager » ici. Et une fois qu'on aura touché le bouton « Partager », dès que l'on va toucher donc ici « Annoter », on va créer un PDF. D'ailleurs, on pourra ici, hein, c'est pas l'objet cet après-midi, mais on pourrait transformer un petit peu donc ce document-ci. Et une fois qu'on l'enregistre, donc une fois qu'on touche OK, on va pouvoir enregistrer donc ce fichier absolument où on le souhaite, donc dans l'application Files, par exemple. Donc voilà. Donc l'idée ici, c'était de vous montrer ou de vous faire découvrir le cas échéant donc l'affichage lecteur, enfin le lecteur dans les différents sites de presse donc sur Internet. Oui, et c'est compatible avec énormément de sites, hein. Moi, je le vois, même à titre personnel, ça peut vraiment être utile pour tout un chacun parce que moi, systématiquement, en fait, je regarde quand je suis sur un site. Moi, je suis assez allergique à tout ce qui est pub et choses qui me polluent l'esprit. Et en fait, dès que je vais sur un site, mon premier réflexe, c'est d'aller toucher les petits A et chercher s'il y a un lecteur sur cette page. Tous les sites ne sont pas compatibles, mais la plupart le sont. Voilà, sachez-le, c'est vraiment très très utile. Et surtout, même quand on lit, même en fin de journée, tous les sites ne sont pas adaptés aussi. Et ça, c'est super parce que du coup, on peut changer le fond. Et c'est quand même bien plus pratique que l'affichage polluant. Donc voilà, à titre général, c'est vraiment très pratique. Alors, une petite application maintenant pour faire des schémas heuristiques. Il y a énormément d'applications hein, pour faire des schémas heuristiques. Cette application-ci, mais je vais rater mon effet, ou peut-être pas, mais je pense que oui, parce que là, on est en mode texte et il eût été bien que ce que vous avez à l'écran présentement ne soit pas présenté sous cette forme-là. Peut-être que certains connaissent Inspiration. Je bascule, je vais toucher en fait ici le petit dessin et voilà l'intérêt de cette application de schéma heuristique. Donc pour des élèves qui ont du mal à construire des plans, à organiser sous forme de texte certaines choses. Donc on a la possibilité avec donc Inspiration de commencer en créant un schéma heuristique, ce qui peut être très très bien ici, c'est d'ajouter, comme vous le voyez là éventuellement, hein, des images qui correspondent donc à certains nœuds. Donc il suffit tout simplement d'aller toucher cette icône-ci, d'aller chercher en fonction de certaines thématiques donc des images possibles. Donc là, peu importe hein, l'image que je vais aller chercher, mais bon, lieu de pouvoir ancien, bah, ce ne sera pas un lieu, mais ce sera un ancien chef d'État. Donc je vais toucher Lénine, je vais faire venir Lénine ici, et puis une fois que j'aurai placé, alors je peux le réduire, et une fois que j'aurai placé Lénine comme lieu de pouvoir, eh bien, donc Lénine va rester attaché en fait hein, au nœud en question. Et une fois que les élèves vont avoir réfléchi et vont avoir constitué donc un schéma heuristique, si ça leur convient mieux, eh bien, ils vont pouvoir ensuite, donc très facilement, basculer en mode texte. Donc, je trouve que cette application-ci a un vrai intérêt pour pallier à plusieurs petits problèmes que peuvent rencontrer nos élèves.
Je poursuis sur les applications. Je vais vous présenter quelques applications. Donc pour les élèves qui ont des troubles différents, des difficultés différentes. Alors, je vais ici vous présenter assez brièvement MoodMath et puis surtout Prismo. Et on pourra voir très très vite du calculateur. Alors, MoodMath, c'est une application qui va nous permettre, donc comme vous le voyez ici, hein, de construire. Alors, il est très pratique. Donc, le petit clavier, on le déplace absolument où on veut. On peut régler la visibilité. Donc, si on veut avoir un meilleur contraste, on peut choisir le fond. On pourra évidemment donc agrandir le document en question, hein, les carrés en question, donc de manière à avoir la meilleure visibilité possible. Et puis, une fois que l'on tape donc son petit calcul, donc on va faire ici une petite addition. Et si je fais donc 9 plus 3, ça me fait 12. Je vais aller chercher ma petite retenue. Ma petite retenue, je vais la poser ici, par exemple. Donc voilà, ça va me faire un travail quand même très, très propre. Une des difficultés des élèves dyspraxiques notamment, hein, et leur capacité à construire une opération mathématique de manière très structurée, très organisée. Donc avec MoodMath, eh bien, il n'y a pas de problème, on le fait sans trop de difficultés. Et une fois que le calcul est terminé, on a la possibilité d'exporter la feuille en question. Donc voilà, on peut exporter cette feuille. Donc on va avoir un document PDF que l'on va pouvoir enregistrer ou que l'on va pouvoir partager avec son prof, par exemple. Et vous avez, alors pour plus d'informations, qu'on pourrait ajouter un petit commentaire si on le souhaite. Donc, je ne maintiens pas ici. Le clavier, on l'agrandit ou on le réduit éventuellement. Et puis, on a un petit tutoriel. Donc, je pense que Cédric a peut-être mis le nom de l'application dans le chat également, donc MoodMath. Et si ouais, je l'ai mis dedans. Touche, voilà, merci Cédric. Donc, si je touche en haut à gauche les 3 petits points là, je vais pouvoir accéder donc à un petit tutoriel. Donc, bon, l'application s'utilise assez aisément, mais bon, ça peut être pas mal d'aller voir le petit tutoriel pour gagner un tout petit peu de temps au départ. Donc ça, c'est pour construire donc une opération mathématique de manière rigoureuse. J'y reviendrai un tout petit peu quand je vous présenterai le cartable fantastique pour terminer cette intervention. Et je vais, alors, Dyscalculator très rapidement parce que c'est assez simple, mais bien pratique pour des élèves dyscalculiques et des élèves qui ont du mal à se représenter la valeur d'un nombre, la taille d'un nombre, le volume éventuellement. Donc, je vais ici poser une petite opération, donc avec un nombre qui prend pas mal de place, donc 0,00001, et je vais l'ajouter à 9, donc 9 qui prend beaucoup moins de place. Et en touchant l'icône qui est en bas à droite avec cette petite flèche en version rotative, là, je vais faire basculer ma calculatrice. Et là, les élèves donc dyscalculiques eh bien, vont se rendre compte que ce chiffre qui prend peu de place est plus important que le nombre que l'on voit ici. Et alors, pour nous, ça paraît peut-être pas extraordinaire, mais pour des élèves dyscalculiques, c'est vraiment important. Et si je termine mon opération et si je rebascule à nouveau donc la calculatrice, donc l'élève voit en fait que l'ajout de ce nombre-là est vraiment quasiment insignifiant par rapport au résultat total. Alors, il n'y a pas de vraie proportionnalité hein, pour les profs de maths, hein, ils ne l'auront plus tout de suite. Hein. Enfin, si on faisait plusieurs exercices, on verrait bien que la proportionnalité n'est pas respectée, mais ça donne quand même à l'élève une bonne idée du nombre, bien sûr, qui est le plus important. Alors, Prismo maintenant. Prismo, c'est vraiment à mon sens, une super appli pour lire du texte. Je vais aller chercher un document que j'ai déjà scanné. On pourrait faire un scan éventuellement en direct, mais une fois qu'un document est scanné, donc on le retrouve ici. Où on le retrouve?
pour les documents les plus récents, donc dans la partie basse de l'application. Donc ici, j'ai scanné un petit speech donc d'un policier que je ne vous conseillerais pas forcément d'ailleurs, bon, mais peu importe, on n'est pas là pour ça. Donc le document est le suivant, je l'ouvre, donc je touche le document et je l'ouvre. Donc j'ai simplement en fait fait une photo avec l'iPad, hein, j'ai simplement fait une photo donc de l'arrière de ce manuel, de ce bouquin, pardon, policier donc de Franck Tilliez, et une fois que l'on est là en mode image, je bascule en mode texte. Et je récupère donc le texte ici, et à ce moment-là, je vais pouvoir opérer la lecture du document. Donc, je vais toucher lecteur, et voilà. Donc, j'atteins le lecteur du document. Et ici, alors soit je peux lancer la lecture bien sûr tout de suite, mais ce qui est extrêmement intéressant ici surtout, c'est qu'en touchant les deux lettres que l'on voit là, je vais pouvoir agrandir le texte. C'est ici que je suis venu transformer mon texte, moi, en police open dyslexique, police bien évidemment que je n'avais pas sur l'ouvrage en question. Et extrêmement intéressant surtout, je vais pouvoir augmenter ou réduire l'interligne, ce qui est extrêmement important, voire fondamental pour des élèves dyslexiques. C'est vraiment l'interligne qui prime très souvent pour avoir une meilleure visibilité. Et quand je lance la lecture de mon document, voilà, c'est parti. Eh bien, le manuscrit inachevée. Enquête sans corps. Une défunte sans visage. Un tri. Voilà, donc là, je vais. Alors, donc là, la vitesse de lecture peut être modifiée, donc en passant de la petite tortue vers le lièvre. Et si je reprends la lecture. Sans fin. Aux alentours de Grenoble, une voiture finit sa trajectoire dans un ravin. Dans le coffre, le corps d'une femme. À la station, alors, a été vu le conducteur. La vidéo. On ne va pas aller plus loin ici, mais la lecture avec Prismo est plutôt juste. On a vraiment l'impression d'entendre des robots en règle générale. Si vous observez bien, si on avait davantage de temps, on ferait plus de lecture et on verrait qu'avant chaque point, quasiment, le lecteur baisse un peu de ton avant de passer à la phrase suivante. C'est assez magique quand même. Et puis, on a une multitude de voix possibles. Maintenant, je vais réutiliser Prismo à une autre fin. Et là encore, on va combiner Prismo avec un texte extrait d'un manuel numérique. Et on aurait même pu faire lire, vous allez me croire sur parole, mais je vous garantis qu'on peut, je change ici, on peut scanner, on peut faire une capture d'écran, de cette image, et Prismo va être capable de lire la partie de ce dessin-ci, ainsi que la deuxième partie qui se trouve en bas. Donc, je vais vous présenter surtout, donc, maintenant, je supprime ceci, je vais aller chercher un manuel numérique dans mon école directe, parce que je ne l'ai pas téléchargé avant, ça j'aurais peut-être pu le faire. C'est pas grave. Pendant ce temps, justement, Ouais. il y avait des remarques, des questions. Claire se demandait si les applis étaient gratuites. Donc, effectivement, elles ne le sont pas toutes, hein. Donc, c'est ce que je vous ai répondu, Claire. Alors, c'est vrai que Laurence disait qu'on pouvait scanner rapidement avec l'appli Note, mais, voilà, les fonctionnalités de Prismo sont quand même beaucoup plus avancées. Voilà, ça justifie l'investissement. Ça vaut le coup de comparer les deux, parce que moi aussi, hein, je scanne parfois avec Note, mais la lecture dans Note est moins valable, et on ne peut pas jouer sur les interlignes de la même manière, pas comme dans Pages par exemple. Donc, faut toujours aussi, ce qui est important de voir, c'est comment on peut combiner les choses aussi, hein. Et l'application Prismo, je crois par contre, elle n'est pas très très chère. Moi, dans mon établissement, on achète Prismo un petit peu au compte-gouttes pour les élèves qui en ont la nécessité. C'est vrai qu'on ne fait pas un achat groupé, mais bon, après, moi, c'est vrai que je n'ai pas présenté une application comme Notability, par exemple, qui doit être à peu près à 20 €.
alors que Prismo, ça doit être de l'ordre de 3 euros, quelque chose comme ça, je crois, hein. C'est relativement, relativement accessible. Mmh, mmh. Oui, J'irai chercher. et puis c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que si vous êtes dans un établissement équipé, il existe un programme d'achat en volume des applications qui réduit considérablement le prix des applications. C'est-à-dire que, je vais dire une bêtise, imaginons que vous ayez une application à 4 euros sur l'App Store. Si vous achetez plus d'un certain nombre de licences, qui est aujourd'hui de 20 licences, si vous dépassez les 20 licences, vous avez ce qui s'appelle le programme VPP, Volume Purchase Program, qui permet d'acheter à un tarif qui va jusqu'à 50%. Donc, ça revient à 2 euros au lieu de 4 euros l'application. Et donc, ça permet d'attribuer ça aux iPads nécessitant l'application. Donc voilà, pensez toujours à ça et ça peut faire partie d'un investissement. Enfin, il y a le coût, mais il y a la valeur en face. Vous voyez, c'est toujours penser comme ça, c'est-à-dire, faut pas ne voir que le coût et voir également aussi ce que ça peut apporter. Et c'est ce que Pascal disait d'ailleurs dans le chat, à combien estimer les avantages des apps payantes par rapport à ce qu'elles apportent, c'est effectivement impossible. C'est difficile de voir, mais la C'est plupart du compliqué. temps, voilà, voilà, effectivement, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais en général, si on réfléchit bien, si on essaie, on peut vraiment bénéficier de l'achat d'applications. Effectivement, tout n'est pas gratuit. Et puis, en général, c'est le vieil adage, hein, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Euh, c'est peut-être un peu Ouais, alors, exagéré, mais c'est pas loin. ouais, puis Euh, comment? Ouais. avant de finir la petite démo qui combine donc Prismo et puis le manuel numérique que vous avez sous les yeux là, je rappellerai aussi éventuellement moi que enfin, il y a toujours des applications gratuites qui en fait finissent par basculer en Hmm. applications payantes. Alors c'est assez logique hein, que l'application finisse par être payante pour rémunérer les gens qui les réalisent. Mais donc, quand on connaît une application payante, il faut toujours essayer de trouver, en fait, parce qu'on court toujours un petit peu après le train, mais il faut essayer de trouver une application équivalente qui est gratuite. Et à partir du moment où on a une application gratuite, quand elle devient payante, on continue en tant qu'acheteur historique à l'avoir soit à un tarif réduit, soit à l'avoir gratuit, en fait. On le voit avec des Hmm. Padlets ou des trucs comme ça. Hein. Enfin, si on est abonné depuis suffisamment longtemps, eh bien, on reste en mode gratuit. Donc, ce qu'il faut faire, c'est il faut veiller en fait, il faut veiller numériquement à voir ce qui sort, voir ce que l'on peut utiliser et anticiper un petit peu une éventuelle transformation vers une version payante, quoi. Hmm, Alors, tout à vous voyez fait. ici, Hmm. Ici, vous avez sous les yeux donc un manuel numérique. Donc, le manuel numérique propose effectivement toujours, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que le manuel numérique propose toujours des choses hein, pour les élèves, notamment dyslexiques. Donc là, on peut aller modifier la police et puis aller chercher la police Open Dyslexique, par exemple. On va pouvoir agrandir le texte, le cas échéant, mais ça, après tout, Prismo le fait. Ce que le manuel, en revanche, ne peut pas faire, enfin, le manuel ne peut pas faire la lecture automatisée. Donc là, à la limite, je pourrais aller dans mes réglages, hein, maintenant vous le savez le faire, je pourrais aller dans les réglages de l'iPad pour qu'il me lise à peu près tout, mais je lirai des choses qui sont un petit peu inutiles. Je ne peux pas sélectionner ici, comme dans l'application native Pages, par exemple. Donc la possibilité que j'ai, c'est de faire ici une capture d'écran. Donc vous voyez, là, je vais faire une capture d'écran. La capture d'écran, je la récupère, j'enlève tout ce qui est inutile. Je vais garder que la partie intéressante de mon texte. Je valide par OK, je l'enregistre dans photo, je retourne maintenant sur mon application Prismo, je vais récupérer ma dernière photo. La dernière photo, vous allez la reconnaître, il s'agit bien du document qu'on avait sous les yeux tout de suite. Je transforme ma photo en mode texte. J'ai mon texte, je bascule en mode lecteur, je récupère bien mon texte, j'ai pu jouer, d'accord, je peux jouer sur l'interligne, j'ai un interligne qui est plus important que tout à l'heure, je vais avoir un petit peu moins de mots sous les yeux et je vais pouvoir opérer. De 1980 à 2016, la Voilà. population de la Réunion a cru de 60. Et voilà, donc je vais pouvoir récupérer hein, donc, mon mode lecture avec Prismo à partir d'une capture, une capture écran de mon manuel numérique.
Donc voilà une autre possibilité assez intéressante ici. Je continue un petit peu encore, hein, Cédric, j'ai quelques petites minutes. Ouais. Alors, Oui, on a rap- encore un voilà, petit peu de temps, il n'y a pas de problème. des petites choses juste, dans des petites choses que l'on peut faire aussi avec un iPad. Bon, très souvent, c'est vrai, hein, en tant que prof, on fait écrire, on utilise bien évidemment beaucoup la lecture. On peut aussi proposer des exercices qui vont davantage être des glissés-déposés, par exemple. Ou bien ce qu'on peut. Alors, ça, on n'a pas le temps de le voir et de le détailler, mais on peut, pour les élèves dysorthographiques, dyspraxiques, l'iPad permet quand même aux élèves d'utiliser beaucoup de moyens différents d'expression. Donc, ils ont la possibilité de créer des petites choses. Alors là, je vais faire parler une petite girafe, mais on pourrait faire parler. Bon, ça, c'était pour des élèves de CM1, par exemple, peu importe, mais on peut très bien imaginer donc des élèves utiliser une application comme Photospeak pour faire une biographie d'un auteur, pour faire à deux éventuellement un dialogue en cours de langue, etc., et déposer ça sur Pages extrêmement facilement. On peut, plutôt que de faire écrire des élèves, donc on peut les faire déplacer des objets, donc placer le bon objet au bon endroit, par exemple. Hein, donc l'orque ici, je la déplace dans l'océan. La petite, enfin plus ou moins petite girafe, donc va aller dans la savane puisque elle me l'a dit, c'est là qu'elle habitait. Donc voilà, donc on a la possibilité avec l'iPad, hein, donc d'utiliser ce genre de pratique. Donc Pages se prête vraiment très très bien à ce genre de choses aujourd'hui. Ou bien vous avez une application comme PDF Viewer. Voilà, PDF Viewer ici, hein. Ah, mon fichier est un peu récalcitrant. Donc PDF, donc c'est pareil, hein. Donc on peut très bien préparer son document dans PDF Viewer. Et puis donc ce fichier PDF donc est composé de différents objets et on peut, vous voyez, vous retrouver les petits candidats, hein, qui étaient tout à l'heure confrontés à l'exercice du prof qui leur demandait de monter donc sur l'arbre, de grimper sur l'arbre. Donc voilà, donc on peut aussi, hein, utiliser plusieurs types d'applications, applications PDF, applications natives comme Pages, pour faire du glisser déplacé. Petite chose aussi que je n'ai pas dite, éventuellement, mais très intéressant, très intéressant. Quand on demande aux élèves de rendre un travail, soit ils peuvent le rendre avec Pages, hein, qui est le traitement texte d'Apple. On peut insérer des puces sonores. Alors, moi, j'ai vraiment plusieurs élèves. Alors, je pense à un en particulier qui était présent dans les classes découvertes quand on a commencé à utiliser l'iPad, pour qui l'école était une sorte de drame avant qu'il utilise l'iPad. Et à partir du moment où il a pu utiliser l'iPad, et à partir du moment où il a pu intégrer des petites puces sonores avec lesquelles il enregistrait sa voix, et donc voilà, donc on peut ajouter des petites puces sonores, tout ça. Alors, je n'ai pas la dernière version de Pages ici volontairement, mais on peut intégrer des petites puces sonores en faisant ici donc enregistrer l'audio. Une fois qu'on a fait ça, on a son petit micro et on va pouvoir s'enregistrer pour intégrer donc une petite puce sonore où on le veut. Donc imaginez, c'est hyper intéressant. Si vous avez une carte de France à faire commenter aux élèves, vous voulez qu'ils commentent le littoral breton, par hasard je commence par le littoral breton, le littoral azuréen, un petit mot sur les Alpes, un petit mot sur les Pyrénées, avec 4 puces sonores bien placées, ils vont pouvoir faire 4 commentaires qui remplacent un long texte, et un élève qui est dysorthographique, notamment, eh bien, ne va plus être complexé par ce problème d'orthographe, et va pouvoir faire ce travail avec beaucoup plus de plaisir, hein, avec ces petites puces sonores là, par exemple. Ou bien vous avez bien évidemment la possibilité d'utiliser, hein, la dictée vocale, évidemment aussi, hein, qu'on ira chercher donc dans les réglages. Et j'enchaîne, dernière petite chose peut-être pour cette présentation, qui, je le répète encore, hein,
est loin d'être exhaustive, hein. L'idée cet après-midi, c'était de proposer des pistes un petit peu variées. Où est-ce que j'ai mis ça? Ici, je vais aller chercher ça. Hop, voilà. Donc, vous avez un site qui s'appelle le Cartable Fantastique, qui est vraiment extrêmement intéressant. Donc là, c'est un site qui va d'abord présenter, hein, par exemple, ce handicap qu'est la dyspraxie. Il va nous proposer des outils pour compenser. Il y a une multitude de leçons et d'exercices donc qui nous concernent, nous, profs. Alors, je ne sais pas s'il y a que des profs dans l'assemblée, Non, c'est varié. Hein. Ouais, peut-être des référents numériques, mais ce que l'on voit cet après-midi ensemble, là, c'est vraiment quelque chose qui doit être travaillé et du côté des profs, et du côté des élèves, et du côté des parents. Là, on doit vraiment être en synergie pour que les choses bougent, parce que sinon la compréhension des uns et des autres est un petit peu difficile. Donc là, il y a beaucoup de choses pour que les élèves travaillent par eux-mêmes, hein, dans cette rubrique leçon et exercice. Et moi, je vais vous montrer ici. Alors, donc voilà, donc là, il y a plein de choses, hein, donc pour le cycle 1, le cycle 2 et le cycle 3. Le cycle 4, un petit peu moins, mais il y a quand même pas mal de choses. Par contre, il n'y a pas je crois qu'on ne traite pas du lycée. Et ici, donc, très intéressant, vous avez des outils pour compenser. Alors, pour la partie lecture, bon, je ne vais pas voir tous les onglets, hein, loin s'en faut, mais pour la partie lecture, donc, on retrouve un petit peu, hein, ce qu'on a pu dire cet après-midi, c'est-à-dire faire lire l'iPad, essayer de bien se concentrer sur une ligne de texte. Alors, vous avez aussi, je ne l'ai pas dit, dans l'application OneNote, on a encore des possibilités accrues. Dans OneNote, on a une lecture immersive qui nous permet de cacher toutes les lignes, à part celle sur laquelle on veut faire un focus. Et les lignes en question peuvent être découpées en verbes par des couleurs différentes entre sujet, verbe, adverbe, etc. Donc, c'est assez riche. Donc, on le voit un petit peu à travers ce petit dessin que vous avez, enfin, cette photo, pardon, que vous avez sous les yeux. Pour calculer, on a des outils, comme on le voyait un petit peu tout à l'heure, c'est un petit peu l'équivalent de ModMath. Mais dans le cartable fantastique, on a la possibilité d'aller chercher d'aller télécharger des petits utilitaires qui vont nous permettre de travailler en modifiant pas de modifier, mais en tout cas, les unités, les dizaines, les centaines seront composées dans des couleurs différentes, ce qui facilite la lecture par l'élève dyscalculique. Et on a aussi la possibilité de récupérer des outils en mode écriture, même sur l'iPad, et je vais finir par cela, même sur l'iPad, on peut aller chercher une feuille. Alors, on va générer une page qui sera donc une page lignée et sur laquelle on va pouvoir travailler. Donc, on a d'abord différentes petites étapes à franchir. Donc, on va choisir le type de page d'abord. On peut jouer sur les interlignes. Donc là, les spécialistes, hein, de la dyspraxie, de la dysphasie, donc seraient plus à même que moi, hein, d'évoquer le nombre de millimètres qu'il faut entre les différentes lignes pour une écriture parfaite, pour un bon apprentissage de la lecture. On choisit donc les couleurs ensuite. Alors, moi, j'ai un petit peu découvert ça récemment. La couleur supérieure, en général, c'est le bleu parce que c'est le ciel. Souvent, en bas, en fait, on met du marron parce que c'est la terre. Et puis après, le vert, ce sont les feuilles, etc. Enfin, il y a plein de choses qui sont proposées par les spécialistes des troubles 10 à cet effet. On passe encore une fois à l'étape suivante où on a la possibilité de renforcer certaines lignes, donc pour mieux exécuter les lettres. Et puis la dernière étape consiste à choisir l'orientation du papier. Une fois que tout ceci est fait, l'iPad va nous générer, ça prend 30 secondes, voilà, va nous générer une feuille. Je vais aller la télécharger. Je la récupère donc dans mes téléchargements en haut à droite, hein, de mon iPad. Je télécharge. Je vais ouvrir le téléchargement. Automatiquement, je vais avoir en fait un fichier PDF. Et à partir de là, je ne sais pas si mon iPad est jumelé ou pas, je vais, ouais, c'est bien, c'est bon, je vais, vous voyez, donc je vais respecter pour une fois, je vais mettre mon petit point, vous voyez, sur la ligne verte,
Alors là, par contre, après, je ne connais plus les. Mais enfin, vous voyez bien, donc mon S ne respecte pas d'ailleurs à la graphie classique d'un élève de Bien CM1 sûr. ou de CP. Je ne sais plus à quel âge on commence à apprendre. C'était en Ouais, CP, non, je CP, crois qu'on commence CP1, à. je crois, Même ouais. grande section. Mhm. Même grande section, non? Ouais, Bref, possible. voilà, donc vous voyez, donc même avec l'iPad, un stylet qui n'est pas forcément un Apple Pencil, hein, même si l'Apple Pencil fonctionne très bien, mais avec un stylet éventuellement moins onéreux, donc on peut aussi poursuivre l'apprentissage de l'écriture, et j'aurais pu auparavant donc agrandir éventuellement. Hein, donc avec, si je veux agrandir un petit peu, hein, voilà, je touche bien avec 2 doigts et pas avec un seul, au lieu de faire des petites cochonneries, j'ai bien agrandi mon texte pour m'exercer à Mm. l'apprentissage de l'écriture. Bon, voilà, Ouais, j'ai fait j'ai un petit. mis. Pardon, Oui, pardon. Non, je non, je t'en disais prie. juste que j'avais mis le lien du cartable fantastique sur le chat. C'est vrai que c'est une formidable plateforme avec Ah des ouais. ressources impressionnantes. Impressionnantes. Ouais, Il y c'est a un super nombre riche, hein. impressionnant de ressources. C'est très riche et c'est libre d'accès. C'est l'idéal en fait pour s'inspirer. Et pas que d'ailleurs au niveau purement numérique, hein, tu nous l'as montré, Richard. Il y a vraiment les objets comme Oui, la règle oui, oui. de focus, enfin de concentration. Là, Absolument. c'est super. Il y a il y a beaucoup d'outils à aller chercher, à faire connaître aux parents en général, en fait, d'ailleurs. Même si, ben, je pense que si vous êtes confronté à des élèves qui ont des troubles 10 et que vous rencontrez les parents de ces enfants-là, très souvent, l'échange est extrêmement intéressant parce qu'ils Mm. ont pas mal de choses à nous proposer. Enfin, là, pour le coup, il y a un vrai échange. Il y Ouais. a un vrai échange. Mm. Bon, voilà. Donc, j'aurais, dans ce que j'avais prévu de faire, bon, je ne serais pas revenu sur OneNote, mais bon, on a vu Oui, bah, l'esprit globalement, je pense, hein. oui, il faut pas hésiter de toute façon à les découvrir bah, déjà merci Richard, c'est déjà un beau panorama, hein, ça c'est super que tu aies pu nous montrer ça. Je ne sais pas si tu voulais nous montrer encore d'autres choses, j'imagine peut-être, non? Bah, Ouais. éventuellement, enfin peut-être après donc il reste plein de points, mais Mm. les élèves parfois à trouble 10 ont du mal à classer ou à organiser leurs documents. Donc simplement rappeler surtout la possibilité d'utiliser des tags. Donc, Mm. qui ont été légèrement transformés d'ailleurs depuis la dernière version avec iPadOS 16 là. Et donc c'est ça, il est quand même très pratique, hein, de faire taguer ces fichiers, ces dossiers Mm. pour organiser une autre forme de classement bien. Je ne montre pas comment ça fonctionne, mais faut penser aux tags, hein, Ouais. qui sont un vrai plus. OneNote, c'est pareil. OneNote permet de bien classer ses documents par classeur. L'application Numbers, aussi qu'on va utiliser comme portfolio, par exemple. Alors, je ne sais pas si j'ai qu'est-ce que j'ai comme truc récent ici? Hop, hop, hop. Ouais, c'était pas forcément prévu. Alors, c'est pas dans mes documents récents, je ne sais pas. Mais pensez à Numbers. Je vais trouver un truc ici peut-être. Voilà. Bon, c'était pas forcément pour des élèves à trouble 10, peu importe. Mon thème 5, je suis sûr que je vais trouver un TP qui avait été fait comme ça. Axe 1. Donc voilà. Donc, enfin, bon, peu importe l'exercice lui-même, il s'agit juste de rappeler qu'avec, ça va être très lourd à charger, hein, peut-être pas trop. Donc avec Numbers, voilà, on va pouvoir. Mes documents ne sont pas super pour le coup, c'est pas un bon exemple, hein. Mais ce qui compte ici surtout, c'est l'utilisation d'onglets, hein, d'accord, par feuille. Donc ça peut être très pratique que de montrer sur des feuilles différentes des choses différentes aux élèves. Pour bien classer aussi, hein, quand ils travaillent sur un thème donné, plutôt que d'utiliser un document Pages qu'on va dérouler, utiliser Numbers pour que les élèves s'y retrouvent mieux, exercice par exercice éventuellement. Et puis même chose avec des applications comme Keynote, hein, grâce auxquelles on va pouvoir par slide également décomposer donc, ce sur quoi on veut faire travailler les élèves. Bon.
Voilà, cette fois, j'ai à peu Hmm. près fait le tour. Ce qu'il Merci. fallait Ouais, tenir en une j'étais en heure à train peu près, c'était le… de. Mais, bah oui, oui, c'était un défi, hein, c'était un challenge là, hein, que tu as bien relevé. Merci Richard. Et, euh, et du coup, il y avait une question de Christelle justement. Alors, elle demandait si la fonction des tags était, qui semble être utile effectivement, est valable uniquement si l'élève est équipé d'un iPad qu'il ramène chez lui. Alors, la réponse, hein, Ah, ça dépend en fait comment les Apple ID ont été tout à attribués sur fait. les iPads en fait. Ouais, oui, oui, et oui. C'est ça, c'est ce que j'ai expliqué, donc je l'ai Ouais. remis sur le chat. Ça, faut voir. Et sinon, j'ai dit que de toute façon, le système de tag et d'organisation des fichiers pouvait exister sur d'autres plateformes aussi, hein, évidemment. Voilà. Donc, Tout à fait. Oui. Ouais, ah, ouais, je pense que c'est des… je vois Christelle voudrait une formation Numbers. Eh ben, c'est noté. Ah oui. Ah oui, surtout que en plus ça, j'ai des scans qui sont horribles sur sur mon deuxième classeur. Mais c'est très bien ça. Il y a un mauvais exemple. Non, 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 Bien c'était très penser, intéressant. Hmm. bien penser à scanner avec l'application Files aujourd'hui pour faire de Hmm. super beaux scans. Ah Ou bah, Prismo éventuellement donc aussi. Je ne sais pas s'il y a d'autres euh, observations, mais Christelle continuait justement, voilà, les iPads que j'ai restent dans ma salle. J'utilise les tags pour qu'ils puissent retrouver facilement leurs fichiers au cours suivant. Donc, ça a ouais, l'air de fonctionner en tout cas d'accord. de cette Ouais. manière-là. Et c'est vrai que En, ça dépend, la gestion peut être différente si les élèves ramènent leur iPad à la maison, mais ils peuvent toujours, avec leur propre environnement, du coup, maîtriser leur organisation. en balayant les différents points que je pensais évoquer, donc tout le monde aura remarqué mon plan en 3 parties classiques des profs d'histoire géo. Hein. Pour le coup, je n'ai pas respecté les règles. On a la possibilité aussi hein, de cadrer. Alors tout à l'heure, je montrais un petit peu comment on pouvait nettoyer un document, un article sur Internet, mais on peut aussi brider, enfin brider entre guillemets, des élèves qui ont du mal à se concentrer avec l'application Teacher ou avec éventuellement accès guidé qui est peut-être plus adapté pour les parents. Tout Mhm. à l'heure, même ici à la limite, je reste là, je reste sur Pages. Si je veux qu'un élève, alors imaginons un élève qui est particulièrement actif et qui n'arrive pas à rester 2 minutes sans changer d'application, donc on peut le forcer à rester sur une appli. Donc je vais appuyer 3 fois sur le bouton principal et voyez, je lance mon accès guidé. Et une fois que j'appuie à nouveau sur le bouton principal, vous voyez, j'ai pas réussi à sortir. Vous voyez, en haut de mon écran, quand j'appuie sur le bouton principal, j'arrive pas à quitter l'appli parce que je suis en mode accès guidé. Donc, il faudrait que j'appuie à nouveau 3 fois. 1, 2, 3. J'appuie 3 fois. Et là, je vais entrer le code secret donc, qui me permet, vous voyez, là, je vais pouvoir quitter. Hein, si je tape fin Mhm. maintenant, je vais pouvoir quitter donc l'accès guidé. Mhm. Et si j'appuie sur le bouton principal de mon iPad, effectivement, je peux changer d'appli. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut éventuellement faire connaître aux parents. Exactement. Et Mhm. dans une classe, quand on a alors si on veut bloquer tout le monde, c'est possible hein, de bloquer tout le monde sur une appli, Mhm. mais si on veut bloquer un seul élève, en particulier, dans ce cas-là, on se met tous d'accord avec les profs, on choisit un code commun, et quand on va dans les réglages, alors ça se passe également dans l'accessibilité. Je vous avais dit hein, Mhm. qu'on avait eu qu'une petite partie d'accessibilité seulement. Donc une fois qu'on va aller chercher l'accès guidé, on aura la possibilité de cocher sur accès guidé. Et là, on va devoir entrer un code. Donc dans ce cas-là, on communique le code entre profs et on sait que pour tel élève, on va Mhm. utiliser tel code pour le bloquer sur une application en particulier. Et si on veut cadenasser, entre guillemets, un petit peu tout le monde, donc on a la possibilité d'utiliser Teacher ou Mhm. Teacher devenu maintenant enseignant. Mhm. Et dans les leçons, on peut programmer, pardon, est-ce que je l'ai là? Je ne sais plus, j'en ai plein. Euh, j'ai dû faire une leçon restriction quelconque, voilà, trouble attention. Vous voyez ici, donc j'ai une leçon qui Mhm. s'appelle trouble attention. Et dans cette leçon, je vais toucher mes 3 petits points. Et voilà, donc là, vous voyez, j'ai ma leçon
j'ai ma leçon trouble de l'attention et en programmant comme ça, c'est pareil, ça nécessiterait une formation pour le coup sur Bien sûr, l'app, hein. bien sûr. Donc, j'ai choisi ici de bloquer donc les élèves en question sur 3 applications de manuel numérique, Books, pas de site internet, j'aurais pu. Et puis, j'ai décoché absolument tout le reste. Donc, pas de Safari, pas d'appareil photo, rien, pas d'appareil photo, pas d'airdrop, donc pas de possibilité d'échange de messages, etc. Les élèves se concentrent uniquement sur les 3 applications à leur disposition et c'est tout. Et arrivé en classe, je lance la leçon et c'est terminé. Donc là, c'est une autre utilisation possible aussi de l'iPad. Exactement. Et ça s'adresse aussi bien aux enfants qui ont des besoins de concentrer leur attention que n'importe quel élève en classe. Il y a ces outils-là. D'ailleurs, je pense que ça va constituer un webinaire à part entière. On va en parler dans un prochain. D'ailleurs, Richard, si tu veux venir nous le présenter dans un prochain webinaire, tu seras le bienvenu. Bah écoute, super. Pour Teacher, volontiers, oui, pas de problème. Ouais. Et effectivement, Christelle nous disait aussi sur le chat que l'appli En Classe est aussi géniale pour gérer les iPads pendant le cours. C'est vrai qu'on peut avoir la vue de tout ce que font nos élèves et les verrouiller d'une certaine manière, etc. Oui, c'est vrai que l'avantage… C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais en classe, pour le coup, là, n'a vraiment pas la puissance de Teacher. C'est pas parce que en classe, la vie personnelle pour le coup, mais en classe, si on veut surveiller les élèves en direct, en classe, nous fait un peu quitter notre fonction pédagogique. Alors qu'une fois qu'on a lancé Teacher, on continue de faire notre cours complètement normalement. On est sûr que les élèves ne peuvent aucunement dévier, quoi. C'est un complément. Oui, c'est ça. J'utilise les deux. C'est un bon complément. J'utilise les deux et en classe, c'est très bien. En classe, c'est très bien. Bon, alors n'hésitez pas si vous avez quelques questions. Alors voilà, Christelle utilise les deux aussi. Donc voilà, c'est ça. Je vois. Donc avec Zuludesk. Zuludesk, en fait, qui est nouvellement Jamf, en fait. Mais c'est ça, Zuludesk, c'est Jamf et c'est Jamf Teacher, enfin Jamf enseignant que Richard vient de montrer là. Jamf étant une solution qui permet de déployer et de contrôler du coup une flotte d'iPad ou d'appareils mobiles d'une manière générale. Ah, je ne suis pas à jour. Non, c'est récent. Il ne faut pas s'inquiéter, Christelle. Tout va bien. Bien. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui vous ont été présentées par Richard. Et merci beaucoup. C'était très, très intéressant. N'hésitez pas si vous avez des remarques, des questions par rapport à tout ce qui a été présenté. N'hésitez pas à vous exprimer. Et de toute façon, on va remettre à disposition les ressources qui pourraient vous être utiles. C'est vrai qu'il y avait, je crois, alors c'était qui? C'était pardon, je reprends un peu. Oui, Didier qui demandait d'avoir le top 10 des apps 10. Alors c'est pas évident en fait, c'est ce que je lui ai dit, parce que ça dépend un peu des besoins, donc c'est pas évident d'établir un top 10 des applications. Ce qu'il faut, c'est peut-être s'inspirer de ce que Richard vous a présenté là, ce que vous avez pu découvrir ailleurs, ce que vous découvrirez encore plus peut-être dans le site du Cartable Fantastique, par exemple. Ce serait pas mal d'aller faire un tour. Ah oui, Manon nous dit, merci beaucoup, merci Manon. Il nous manque plus que les iPads. Ok, faut pas hésiter à nous appeler. Donc, avec grand plaisir. Très bien. Bon, on a un peu dépassé sur l'horaire convenu, donc je vais effectivement conclure. Merci beaucoup, Richard. Donc, évidemment, on va remettre en lien, tout le replay de ce webinaire. Et n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. Si vous voulez en savoir plus aussi, d'ailleurs, si parfois vous êtes équipé d'iPad ou même d'un iPhone, tout simplement, parce que là, on a beaucoup parlé d'iPad à but pédagogique aussi. Alors, il y a d'autres ressources qui existent, évidemment, sur d'autres plateformes. Mais même si à la maison, alors je pense à iPhone, iPad, il y a le site, donc il suffit de vous connecter avec votre Apple ID, puisque quand on a un appareil Apple, on a un Apple ID. Il y a le site qui est
site très intéressant pour justement découvrir toutes les ressources pédagogiques en éducation. Je vais vous le mettre dans le chat. C'est le site de la communauté éducative d'Apple. Donc, je viens juste de le mettre à l'instant. Voilà, Education Community. Alors, l'avantage de ça, c'est que vous pouvez, par exemple, si vous êtes enseignant, vous pouvez justement développer votre parcours Apple Teacher. Et dedans, en fait, on a tout un tas de ressources, y compris, alors c'est sous forme de badge que vous allez passer au fil de votre progression. Et il y a justement des badges liés à l'accessibilité. Et ça vaut le coup d'aller voir justement les choses intéressantes qui existent, que Richard nous a montré là sur l'accessibilité. Il y a déjà énormément de choses qu'on peut découvrir sur son propre appareil déjà personnel, même si on n'est pas équipé en classe. Il y a des choses fabuleuses. Richard nous montrait l'accès guidé. C'est vrai que pour contrôler un petit peu ce qui se passe à la maison avec son enfant auquel on laisse, pourquoi pas regarder certaines ressources, mais qu'on veut un peu contrôler. L'accès guidé, c'est très bien pour ne pas basculer d'une appli à l'autre. Hein. Ça, c'est fabuleux. Ouais, il y Et aurait plein temps d'autres d'écran aussi. astuces. Hein. Oui, temps Non, d'écran aussi, effectivement. il y Ouais, avait temps d'écran aussi à exactement. Ouais, il y a évoquer. temps d'écran qui est très bien hein, ouais, aussi. Donc voilà, donc il y a plein de choses à aller découvrir. En plus, c'est des ressources qui sont gratuites, hein, comme je dis toujours, donc vaut mieux aller en profiter. Voilà. Alors, Didier peut poser la question, c'est une exclusivité Apple. Qu'est-ce qui est une exclusivité Apple, justement, si vous pouvez préciser la question. Temps Je d'écran. parlais le temps d'écran ou la Education Community, enfin la communauté éducative. Je vais peut-être laisser l'accès au micro, ce sera peut-être plus simple, Didier. Alors, Didier, que je vous trouve. Je vois plus dans la liste. Comment ça se fait hop. Ah, tout ce qui a été partagé aujourd'hui, c'est ça? En fait, non, c'est pas une exclusivité. On peut, Non. je vais vous donner le lien, le lien. Je vais vous autoriser micro, caméra si vous le souhaitez. Voilà, vous avez autorisé le micro, la caméra. En fait, si vous voulez vous exprimer, allez-y, il n'y a pas de problème. Mais non, c'est vrai que, Richard, je pense que tu as montré beaucoup de choses sur iPad parce que toi, tu es utilisateur, en fait, hein, c'est ça? Oui, disons que quand on parle des fonctionnalités, là, on est forcément dans les spécificités de l'iPad dès lors qu'on en traite des réglages. Mais je me suis un petit peu appuyé, effectivement, sur l'application Pages. Hein, c'était l'application que j'avais en ce qui concerne toute ma partie texte là, mais pour le reste, tout ce qui était Prismo, mode maths, notamment, ça c'est pas du tout, c'est pas propre à. Ce n'est pas propre à Apple, calculator, non. Ah oui, j'ai pas montré script calculator. Il y en a tellement. Ouais, Tellement. Calculator, c'est pas Apple, PhonoWriter non plus. Ouais, Il y c'est aurait ça. eu Speechify, Notability. Si vous avez une école qui a un petit peu de moyens, Notability, c'est très très bien. C'est pas non plus Apple. Non, moi, il y avait Safari pour le mode lecture. Safari qui était Apple. Pages par rapport aux puces sonores, ou quand j'ai montré la petite. Mais ça se fait avec d'autres applis. Hein. Quand j'ai montré les glissés déplacés, là, j'ai utilisé une application Apple et une application non Apple avec PDF Viewer. Voilà. Non, Oui, c'est non, ça, on peut adapter en pas que fait. de l'Apple. C'est vrai qu'on peut remarquer avec un peu d'expérience quand même et de recul, on peut remarquer que les appareils mobiles d'Apple sont très bien pensés pour l'accessibilité. Ça, il n'y a pas à dire. J'ai pas vu l'équivalent sur Android, j'ai pas vu l'équivalent sur d'autres supports, sur d'autres systèmes d'exploitation. Voilà, moi, c'est mon expérience personnelle, c'est pas du tout une pub ou quoi que ce soit hein, pour Apple, mais c'est vraiment, je trouve qu'au niveau accessibilité, les réglages même d'accessibilité natifs sont très élaborés, je trouve. Voilà, c'est vraiment pensé utilisateur et pas pensé technicien ou choses comme ça. C'est vraiment bien pensé. Voilà, c'est ce qu'on peut dire effectivement au niveau du fait de ce qui a été partagé là. Mais oui, comme le disait Richard, il y a plein d'applications, plein de choses qui ont été montrées qui ne sont pas exclusives Apple. Hein. Voilà. Mais je corrobore ce que tu dis, hein, sans être aucunement commercial Apple. La partie accessibilité d'Apple est franchement bien vue. Quoi. Honnêtement, c'est très bien ficelé. Hein. Ouais, c'est vraiment moi ce qui m'a bluffé en fait. C'est vrai que c'est vraiment ce qui m'a bluffé. Voilà.
Bon, alors on a beaucoup dépassé sur le temps habituel, mais je vous remercie d'avoir été avec nous hein, pour cet après-midi très riche, très riche. Hein. J'espère que vous avez voilà, découvert plein de choses intéressantes. Voilà, vous allez recevoir de toute façon le lien vers la rediffusion de ce webinaire. Comme on vous le disait, hein, n'hésitez pas, partagez-le. Hein, on est là pour partager hein, au maximum. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup, Richard, pour Je vous en tout, prie, Cédric. voilà, tout ce que tu nous as montré. Et, Au revoir à tous. et on se dit alors à la semaine prochaine. On enchaîne là, on enchaîne les webinaires avant Noël. On en aura un donc la semaine prochaine, justement. Richard avait commencé à en parler un peu au niveau créativité. On va parler la semaine prochaine, donc mercredi 7 décembre, même heure, même café, 14 heures, avec Benoît Malac, qui nous parlera de créativité, justement, tout ce qu'on peut faire en classe, justement, et pourquoi le faire, pourquoi la créativité est importante, en quoi ça permet peut-être de cristalliser un peu mieux les apprentissages. Ne loupez pas non plus, alors je vous fais votre calendrier des webinaires. On a la semaine prochaine avec Benoît Malac, donc mercredi 7, 14 heures, et le mercredi d'après, juste avant les vacances, on vous fait un petit épisode spécial de Noël avec William Brou. William Brou qui est l'animateur de la chaîne YouTube Histoire en jeu et qui viendra nous présenter comment lui, il fait intervenir le jeu dans son enseignement, notamment en histoire-géographie. Et ça va être super intéressant. Il va nous montrer ses petites astuces, ses pratiques et comment lui, il considère le jeu comme étant un super outil d'apprentissage. Donc, notez bien ces dates. Le mercredi 7, 14 heures, le mercredi 14, 14 heures aussi. Voilà. Un grand merci à vous tous et j'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve bientôt. Au revoir. Au revoir à tous.